Marie-Lou claqua la porte de la maison familiale avec une violence qui fit trembler les murs centenaires. Raté. C'est tout ce que je suis pour vous, hurla-t-elle. Les larmes coulant sur ses joues. Tandis que sa mère, figée sur le seuil, la regardait partir sans un mot. Dans les rues étroites de Séville, sous le soleil impitoyable d'Andalousie, elle courut jusqu'à ce que ses jambes flanchent, s'effondrant sur un banc près de la cathédrale, le cœur brisé par des années de jugement silencieux. Marie-Lou avait toujours su qu'elle n'était pas à la hauteur des attentes de sa famille. Originaire d'une lignée bourgeoise française installée en Espagne depuis 2 générations, elle avait grandi dans l'ombre de ses frères aînés, des prodiges en affaires et en droit. À 30 ans, elle n'avait ni carrière stable ni mariage en vue. Pire, elle avait osé avouer son attirance pour les femmes, un aveu qui avait provoqué un scandale feutré, masqué par des sourires polis mais empoisonnés. « Tu es une déception », lui avait dit son père lors du dernier dîner familial. Ces mots comme des lames affûtées. Marie-Lou, artiste peintre sans reconnaissance, vivait de petits jobs dans les galeries d'art de Séville, peignant des toiles inspirées par les flamencos passionnés et les ombres des patios andalous. Mais pour sa famille, c'était une vie de bohème, une fuite devant les responsabilités. Ce jour-là, errant dans les jardins de l'Alcazar, Marie-Lou croisa le regard d'Oriane pour la première fois. Oriane, 28 ans, était une Française en exil volontaire, venue enseigner la littérature à l'université de Séville. Avec ses cheveux blonds coupés courts, ses yeux bleus perçants et son sourire espiègle, elle semblait sortie d'un roman de Colette. Elle s'approcha de Marie-Lou, qui fixait un bassin orné de nénuphars, et murmura, « On dirait que vous portez le poids du monde sur vos épaules. Puis-je partager ce banc ?» Marie-Lou, surprise par cette douceur inattendue, hocha la tête. Elles parlèrent des heures, de la beauté mélancolique de l'Espagne, des poètes français comme Baudelaire qui hantaient leurs rêves. Oriane confia qu'elle avait fui Paris après une rupture douloureuse, cherchant dans les rues ensoleillées de Séville un nouveau départ. Marie-Lou, pour la première fois depuis longtemps, se sentit comprise, vue au-delà de ses échecs perçus. Les jours suivants, leur amitié se transforma en quelque chose de plus profond. Elles se retrouvaient dans les cafés ombragés de la Plaza de España, où les azulejos multicolores reflétaient leur rire. Oriane, avec son accent parisien chantant, racontait des anecdotes sur la Sorbonne, tandis que Marie-Lou esquissait son portrait sur des serviettes en papier. Un soir, lors d'un spectacle de flamenco dans un tablao caché, la passion de la danse les enveloppa. Les talons claquant sur le bois, les guitares gémissantes, tout conspirait à rapprocher leur corps. À la fin du spectacle, sous les étoiles, Oriane prit la main de Marie-Lou. « Je ne sais pas ce que c'est. Mais avec toi, je me sens vivante, » murmura-t-elle. Leur premier baiser fut comme une explosion de couleurs, un mélange de peur et de désir, dans l'ombre d'une ruelle pavée. Mais les ombres du passé planaient. La famille de Marie-Lou, informée par une cousine indiscrète, commença à murmurer. Elle s'affiche avec une Française ? C'est encore pire, s'exclama sa sœur lors d'un appel téléphonique. Marie-Lou ignora les avertissements, se réfugiant dans les bras d'Oriane. Elles exploraient ensemble les collines environnantes, visitant Grenade et ses jardins de l'Alhambra, où les fontaines murmuraient des secrets anciens. Oriane révéla son propre fardeau, une enfance marquée par l'absence d'un père, une mère autoritaire qui l'avait poussée vers une carrière académique. « J'ai toujours fui l'amour vrai.
Par peur de le perdre, avoua-t-elle un après-midi. Allongée sur l'herbe. Marie-Lou, touchée, promit de ne jamais la quitter. Pourtant, le doute s'insinua. Un jour, Marie-Lou reçut une lettre anonyme. Glissée sous sa porte, Oriane n'est pas celle qu'elle prétend. Méfie-toi. Le cœur serré, elle confronta Oriane, qui rit nerveusement. C'est ridicule. Probablement une jalousie de ton entourage. Mais Marie-Lou sentit un malaise. Elle fouilla discrètement dans les affaires d'Oriane et découvrit des photos anciennes, Oriane avec une femme. Dans les bras l'une de l'autre. À Paris. C'est mon ex, expliqua Oriane. Les yeux baissés. Je ne t'en ai pas parlé parce que c'était douloureux. Marie-Lou pardonna. Mais une graine de suspicion était plantée. Les semaines passèrent, leur amour s'approfondissant. Elles louèrent un petit appartement dans le quartier de Triana, avec vue sur le Guadalquivir. Les nuits étaient emplies de caresses tendres, de murmures en français, de promesses éternelles. Marie-Lou peignit un portrait d'Oriane, capturant sa vulnérabilité et sa force. Une œuvre qui, pour la première fois, lui semblait parfaite. Tu es mon muse, dit-elle en l'offrant. Oriane pleura de joie, accrochant le tableau au mur comme un talisman. Cependant, la famille de Marie-Lou intensifia la pression. Son père l'invita à un déjeuner formel, où il annonça « Nous avons arrangé un mariage pour toi. » Avec le fils d'un ami d'affaires. C'est ta chance de te racheter. Marie-Lou refusa net, déclenchant une dispute violente. Tu es une ratée? Et maintenant une perverse, cracha-t-il. Blessée, elle rentra en larmes chez Oriane, qui la consola avec une tendresse infinie. Nous affronterons ça ensemble, promit-elle. Mais le destin frappa. Un soir, Oriane reçut un appel de Paris, sa mère était malade. Je dois y aller? Juste quelques jours, dit-elle. Marie-Lou, anxieuse, la serra fort. Pendant son absence, Marie-Lou fouilla plus profondément et trouva une lettre cachée, une déclaration d'amour d'une certaine Élise, datée de récemment. Le monde s'effondra. Était-ce une trahison? Oriane revint de Paris plus tôt que prévu, les traits tirés par l'inquiétude. Marie-Lou, la lettre d'Élise à la main, l'attendait dans le salon sombre de leur appartement. Explique-toi, dit-elle d'une voix tremblante, les yeux rougis par les nuits sans sommeil. Oriane blêmit, s'asseyant lentement sur le canapé usé. Ce n'est pas ce que tu crois, murmura-t-elle. Mais ces mots sonnaient creux dans l'air chargé de tension. La confrontation fut un tourbillon d'émotions. Marie-Lou raconta sa découverte, la voix brisée par la trahison perçue. Oriane avoua, Élise était son ex. Oui. Mais la lettre était ancienne, conservée comme un souvenir douloureux. Je l'ai gardée pour me rappeler de ne plus commettre les mêmes erreurs, expliqua-t-elle, les larmes coulant. Avec toi, c'est différent. C'est réel. Marie-Lou, déchirée entre doute et amour, choisit de croire. Elles passèrent la nuit enlacées, reconstruisant leur confiance bribe par bribe, comme un puzzle fragile. Pourtant, les conflits externes s'amplifièrent. La famille de Marie-Lou, apprenant l'existence d'Oriane, orchestra une intervention. Lors d'une fête familiale à la villa andalouse, ils confrontèrent Marie-Lou devant tous. Cette relation est une honte. Pense à notre réputation, tonna son frère aîné,
Un avocat prospère. Oriane, invité contre l'avis de Marie-Lou, se tint à ses côtés, défiant les regards hostiles. L'amour n'est pas une honte, déclara-t-elle avec une assurance qui impressionna même les plus sceptiques. Mais le père de Marie-Lou, furieux, la déshérita sur le champ. Tu n'es plus des nôtres, dit-il froidement. Blessés mais unis, Marie-Lou et Oriane fuirent la villa, roulant vers la côte andalouse. À Cadix, face à l'océan Atlantique, elles trouvèrent un refuge temporaire dans un petit hôtel surplombant les vagues. Là, leur amour fleurit dans l'adversité. Oriane, inspirée, écrivit des poèmes sur leur histoire, des vers remplis de passion et de résilience. Marie-Lou peignit des toiles abstraites, où les couleurs vives symbolisaient leur lutte. Nous sommes plus fortes ensemble, murmurait-elle lors de promenades sur la plage au crépuscule. Les pieds dans le sable tiède. Mais une nouvelle trahison surgit de l'intérieur. Oriane, sous la pression de sa propre mère convalescente, reçut un ultimatum, rentrer à Paris ou être coupée financièrement. Paniquée, elle cacha cela à Marie-Lou, feignant la sérénité. Un jour, Marie-Lou surprit une conversation téléphonique. « Maman, je ne peux pas abandonner Marie-Lou. Mais je ne sais pas quoi faire. » Le doute revint, plus acéré. « Tu envisages de partir » accusa Marie-Lou. Oriane nia. Mais ses yeux trahissaient l'hésitation. Le Haut-Trao approchait. Lors d'un festival de flamenco à Séville, où les rues vibraient de musique et de danse, Oriane disparut soudainement. Marie-Lou, affolée, la chercha partout, imaginant le pire. Elle la trouva enfin dans un patio isolé, en larmes, une valise à ses pieds. « Je dois partir » sanglota Oriane. « Ma mère menace de se suicider si je ne rentre pas. Elle ne supporte pas. » Nous. Marie-Lou, le cœur en miettes, hurla, « Et moi ? Tu me trahis pour elle ?» La dispute fut violente. Des mots durs échangés comme des coups. Oriane partit cette nuit-là, laissant Marie-Lou seule avec ses démons. Les mois suivants furent un enfer pour Marie-Lou. Elle erra comme un fantôme dans Séville, peignant des toiles sombres, hantée par le souvenir d'Oriane. Sa famille, triomphante, tenta de la ramener au bercail, offrant un travail stable. « Oublie cette folie » conseilla sa mère. Mais Marie-Lou refusa, préférant la solitude à l'hypocrisie. Elle exposa ses œuvres dans une petite galerie, où, à sa surprise, elles attirèrent l'attention. Un critique français loua son « expression brute des émotions humaines », la qualifiant de talent émerge. Puis, un jour, une lettre arriva, d'Oriane. « Je regrette tout. J'ai été lâche. Reviens-moi. » Marie-Lou, déchirée, ignora d'abord. Mais l'amour persistait, comme un feu couvant. Elle répondit, prudente, et elles commencèrent une correspondance secrète. Des mots qui guérissaient les blessures. Oriane confia avoir confronté sa mère, révélant leur amour avec courage. Elle commence à comprendre, écrivit-elle. Leur réunion fut épique. Oriane revint à Séville, descendant du train avec un bouquet de roses. Marie-Lou l'attendait sur le quai, le cœur battant. Elles s'embrassèrent sous la pluie andalouse. Un baiser de rédemption. Plus jamais de secret, promit Oriane. Elles reprirent leur vie.
plus fortes, affrontant ensemble les tempêtes. Mais un secret plus ancien planait. Marie-Lou, fouillant dans de vieux documents familiaux pour une exposition sur ses racines, découvrit une lettre jaunie, son grand-père, un Français exilé en Espagne après la guerre, avait eu une liaison homosexuelle cachée. C'était son grand amour, murmura-t-elle, stupéfaite. Ce secret, enfoui par la famille pour préserver l'honneur, expliquait les rigidités de son père. Armée de cette révélation, Marie-Lou décida de confronter sa famille. Elle organisa un dîner à la villa, invitant Oriane à ses côtés. L'atmosphère était tendue, les regards fuyants. « J'ai quelque chose à vous dire », annonça Marie-Lou, posant la lettre ancienne sur la table. Les mots du grand-père, emplis de passion interdite pour un homme nommé Julien, firent le tour de la pièce. Il a vécu dans le mensonge, comme vous me forcez à le faire, accusa-t-elle. Le silence fut assourdissant. Son père, pâle, relut la lettre plusieurs fois. C'est impossible, balbutia-t-il. Mais les preuves étaient irréfutables, des photos, des notes intimes. La mère de Marie-Lou pleura, se rappelant des rumeurs d'enfance. Nous avons enterré ça pour protéger la famille, avoua-t-elle. Oriane, serrant la main de Marie-Lou, ajouta doucement, l'amour n'est pas une faiblesse. C'est ce qui nous rend humains. Les frères, choqués, commencèrent à questionner leurs propres préjugés. Ce soir-là marqua un tournant. Le père de Marie-Lou, brisé par la révélation, s'excusa pour la première fois. J'ai projeté ma peur sur toi, admit-il, les yeux humides. Ton grand-père a souffert en silence. Je ne veux pas que tu subisses le même sort. La famille, ébahie, entama un dialogue longtemps repoussé. Oriane, avec sa sagesse littéraire, cita Proust, l'amour est une question de temps et d'espace. Pas de normes. Petit à petit, les barrières tombèrent. Marie-Lou et Oriane, renforcés par cette victoire, approfondirent leur relation. Elles voyagèrent en France, visitant Paris où Oriane présenta Marie-Lou à ses amis. Dans les cafés de Montparnasse, elles discutaient art et littérature, Marie-Lou exposant ses toiles dans une galerie locale. De retour en Espagne, elles adoptèrent un mode de vie harmonieux, mélangeant culture française et espagnole. Les dîners avec la famille devinrent réguliers, Oriane intégrée comme une membre à part entière. Pourtant, des défis persistèrent. Oriane luttait avec les séquelles de sa trahison passée, des nuits hantées par la culpabilité. Marie-Lou, patiente, l'aidait à guérir, organisant des escapades romantiques à Ronda, où les ponts suspendus symbolisaient leurs liens fragiles mais résistants. Nous avons surmonté la trahison, rien ne peut nous briser maintenant, affirmait Marie-Lou. Un jour, lors d'une exposition majeure à Madrid, Marie-Lou présenta une série de toiles inspirées par leur histoire, des couleurs tourbillonnantes représentant la passion, la douleur, la rédemption. Oriane, fière, prononça un discours émouvant. Ces œuvres sont nées de notre amour, un amour qui défie les conventions. La presse acclama Marie-Lou, la qualifiant de « voix nouvelle de l'art contemporain hispano-français ». Sa famille, présente, applaudit avec une émotion sincère. Mais le destin testa leur résilience une dernière fois. Oriane tomba malade, une infection pulmonaire contractée lors d'un voyage. Hospitalisée à Séville, elle lutta pendant des semaines.
Marie-Lou veilla à son chevet, lisant des poèmes de Rimbaud, tenant sa main. Ne me quitte pas, suppliait Oriane dans ses moments de faiblesse. Marie-Lou, terrifiée. Promis, jamais. La famille de Marie-Lou, transformée, apporta son soutien. Sa mère cuisinant des plats français réconfortants. Oriane guérit. Mais l'épreuve les rapprocha davantage. Elles décidèrent de se marier symboliquement, dans un jardin andalou entouré d'orangers en fleurs. Vêtues de robes blanches simples, elles échangèrent des vœux sous un ciel étoilé. Dans la joie et la peine, je t'aimerai, jura Marie-Lou. Oriane répondit, tu es mon ancre, ma muse. La famille, invitée, célébra avec des larmes de joie. Le père portant un toast, à l'amour vrai, qui nous enseigne l'humilité. Leur vie devint un témoignage de résilience. Marie-Lou, reconnue artiste, exposa internationalement ses œuvres explorant les thèmes LGBT avec une profondeur humaine. Oriane publia un roman inspiré de leur histoire, un best-seller en France et en Espagne, touchant des cœurs par sa sincérité. Ensemble, elles fondèrent une association pour soutenir les jeunes queers en difficulté, offrant un refuge dans leur appartement de Triana. Les années passèrent, leur amour s'approfondissant comme un vin vieilli. Elles adoptaient des routines tendres, promenades le long du fleuve, lectures partagées, danses improvisées au son de guitares espagnoles. Marie-Lou peignait Oriane encore et encore, capturant chaque ride naissante comme une marque de leur histoire partagée. Pourtant, le passé ressurgit sous une forme inattendue. Une lettre arriva de Paris, Élise, l'ex d'Oriane, cherchait à renouer. J'ai besoin de fermeture, écrivit-elle. Oriane, transparente, montra la lettre à Marie-Lou. Je n'irai pas, assura-t-elle. Mais Marie-Lou, hantée par les anciennes blessures, insista, rencontre-la. Mais un point final. Oriane accepta, voyageant à Paris pour une brève entrevue. À son retour, elle raconta, c'était du passé. Tu es mon avenir. Leur confiance, forgée dans le feu, en sortit renforcée. La famille de Marie-Lou, inspirée par le secret du grand-père, entreprit de réparer les torts. Le père publia un mémoire familial, révélant l'histoire cachée pour honorer la vérité. Nous avons appris de toi, dit-il à Marie-Lou lors d'un déjeuner. Oriane, intégrée, devint une confidente pour la mère, partageant des recettes et des souvenirs. Leur amour, teinté de romantisme français et de passion espagnole, devint légendaire parmi leurs amis. Lors d'anniversaires, ils organisaient des fêtes où le flamenco rencontrait la chanson française. Des nuits emplies de rires et de danse. Marie-Lou, à 40 ans, exposa une rétrospective, Amour interdit. Une série célébrant les relations queer à travers l'histoire. Oriane écrivit la préface. Des mots poétiques sur la résilience humaine. Mais la vie, imprévisible, apporta un nouveau chapitre. Elles décidèrent d'adopter une enfant, une petite fille orpheline d'Andalousie nommée Sofia. Âgée de 5 ans, avec des yeux noirs pétillants, elle apporta une joie nouvelle. Marie-Lou et Oriane, mères aimantes, lui enseignèrent l'art, la littérature, et surtout l'acceptation. L'amour n'a pas de frontières, lui disait-elle. La famille élargie l'accueillit avec chaleur. Le père devenant un grand-père attentionné. Des années plus tard,
Lors d'une réunion familiale à la villa, Sophia, adolescente, posa des questions sur leur histoire. Marie-Lou raconta tout, les rejets, la trahison, le secret révélateur. Ta grand-mère était vue comme une ratée, expliqua-t-elle. Mais l'amour a tout changé. Sophia, émue, serra ses mères dans ses bras. Vous êtes mes héroïnes. Le crépuscule de leur vie fut paisible. Retirée dans une maisonnette près de la mer, elle regardait les vagues, main dans la main. Oriane, les cheveux grisonnants, lisait des poèmes tandis que Marie-Lou peignait les couchers de soleil. Nous avons vécu pleinement, murmura Oriane un soir. Marie-Lou répondit, et aimait profondément. À la fin, quand Oriane s'éteignit paisiblement à 70 ans, Marie-Lou, le cœur lourd mais reconnaissant, organisa une cérémonie simple. La famille, unie, pleura une perte, mais célébra une vie d'amour. Marie-Lou vécut encore quelques années. Léguant ses toiles à des musées, avec une inscription, pour Oriane, mon éternel amour. Le secret qui avait choqué la famille devint une leçon d'humanité. Les descendants, inspirés, embrassèrent la diversité. Marie-Lou, dans ses derniers jours, sourit en pensant, nous avons transformé la douleur en beauté. Leur histoire, un mélange de casse et achetine, d'émotion, de romance et d'humanité, perdura comme un flamenco éternel, résonnant dans les cœurs.